Viens. Viens Ismaël, on va aller ouvrir la nouvelle prairie. La cavalerie arrive. Ouais, mais là, tu vois, elles ont une nouvelle assiette, hein. Ah oui, c'est ça. Tu leur offres un nouveau garde-manger. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant quand tu les vois toutes courir comme ça. Allez. Allez, c'est par ici. Ah, il y a des petits veaux aussi. Ouais, il y a les petits veaux. Et qu'il fait beau, tout le monde en profite. Eh bien bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir dans les Landes, dans l'élevage d'Alexandre, pour vos nouvelles échappées belles. Et c'est ici qu'on va commencer un voyage extraordinaire ensemble aujourd'hui. Je vais vous emmener à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine, qu'on va aller explorer de ferme en ferme. On va partir d'ici dans les Landes pour aller jusqu'au Pays Basque, en passant par la Gironde et les vallons du Périgord, sans doute des paysages parmi les plus spectaculaires de notre pays. Yeah. Regarde-moi ça, c'est le paradis là quand même, hein. Le paradis des vaches. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région agricole d'Europe. Un maillage de terroirs et de climats qui permettent des élevages et des productions très variées dans des milieux naturels très diversifiés, des contreforts des Pyrénées jusqu'aux rives de l'océan Atlantique. Et c'est évidemment le meilleur endroit pour aller découvrir qui sont les femmes et les hommes qui nous nourrissent et qui façonnent nos paysages. Comment est-ce qu'ils font pour s'adapter dans une période où les métiers de l'agriculture connaissent des transformations, des transitions extrêmement fortes et même parfois des bouleversements et des crises. Alors vous allez voir que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille dans nos campagnes, mais qu'on peut quand même dire que le bonheur est dans le pré. Pareil pour l'aventure les amis, c'est parti! En Nouvelle-Aquitaine, t'as des canards, t'as des vaches, t'as également une grosse partie de culture sur la partie Haute-Lande jusqu'à Bordeaux. On va pas mourir de faim dans les Landes, et ça c'est sûr. Ismaël Khalifa part en campagne. Je n'ai besoin de personne dans ma Ferguson. Ah. Sur Terre, Et on est vraiment bien ici, hein. Oui, Seul au monde, hein. le but pour nous, c'est de maintenir nos villages en vie, que les jeunes et que les enfants aient envie de rester dans nos villages. Ça passe par le biais de l'agriculture. et en mer. Donc le programme aujourd'hui, c'est d'aller sur les parcs à huîtres. Et après, je vais vous montrer le métier d'ostréiculteur. Voilà. Alors, j'avais jamais percuté que c'était autant rattaché à un terroir, une huître. Tu vois, ça raconte le terroir dans lequel ça a grandi. Des agriculteurs passionnés, Les petits canards, là il y en a 1500 à peu près. respectueux On a une relation particulière avec nos chevaux, c'est un peu comme nos enfants. Ils sont très sensibles, on passe énormément de temps avec eux, on y tient énormément. et motivés. La satisfaction, c'est que nos produits arrivent directement dans l'assiette des gens. Et quand on a des gens qui reviennent en nous disant votre salade a été trop bonne, j'en reprends et tout ça, là en fait on a gagné notre pari en fait. On dirait même pas de la courgette. Allez Alexandre, au boulot. Ouais, c'est parti. On commence par quoi là? On va commencer à aller soigner les vaches et les veaux. Et ensuite, on va partir soigner les autres lots, des génisses, tout ça dans les champs. Très bien. Et t'as combien de vaches dans ton Là, exploitation? on a 45 mères. Avec les veaux et génisses, on est à peu près 100 animaux sur l'exploitation. 100 animaux et c'est des vaches à viande? Ouais, c'est des vaches à viande. Alors, on a la blonde aquitaine et la basadaise. C'est des races locales. Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Magali. Magali, moi, je sais rien faire. Hein. Si, tu vas pousser la boîte. Ça, je sais faire. Magali, c'est ton ouvrière agricole? Ouais, c'est ça. Elle est là maintenant depuis 1 an et demi. Et je rigolais comme quoi c'était lourd, mais c'est vraiment lourd en fait. Ouais, pas de bloquer le dos. Alors, on va donner à manger aux mères des veaux. Elles ont droit un peu plus que les autres parce qu'elles font du lait, si tu veux. eh ben oui, il faut nourrir les bébés. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant quand même ces animaux. Hein. D'après toi, elle pèse combien? Allez, je dirais 500-600 kilos, non? T'es un peu court quand même. Une blonde aquitaine, ça pèse, je vais te dire, à peu près entre 800 kilos et 1 tonne. Et toi, petit, tu courais au milieu de ces animaux, tu vivais avec déjà? Ah ouais, mais j'ai toujours été au milieu, ouais. Cette ferme, en fait, c'est le père de ma grand-mère qui a acheté la propriété. Et derrière, c'est mon père et ma grand-mère qui ont créé tout l'élevage. 2 blondes d'Aquitaine.
Les Bazadès sont venus en supplément pour mon installation. Donc il y a 4 générations d'agriculteurs qui travaillent sur cette ferme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Magnifique. Allez, on va partir au box soigner les génisses. Attendez pas. On va t'ouvrir la porte pour pas que tu C'est perdes. gentil ça. Merci Magali. Et voilà. Et là on a les veaux alors. C'est ça. Et qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Ça, c'est du maïs qui est produit ici. Donc sur cette exploitation, c'est élevage et production de maïs. Voilà, c'est ça. Ah, on est pas mal. Ouais, suis-moi. Là, tu prends le tuyau Ouais. sur le bout, comme ça. Et là, tu vas appuyer sur pailleuse on. Allez, c'est parti. On nettoie la chambre. Voilà, c'est ça. Tu refais le lit. Tu vois, et tous les jours, on en met un peu de paille, que les animaux soient bien. Ah, on est bien au grand air là. Ah oui, oui. Je vois qu'on est attendu. Les blondes d'Aquitaine, c'est une race typique d'ici. En fait, c'est un mélange de 3 races. La Quercy, la Béarnaise et la Garonnaise. Donc c'est des vaches du sud-ouest, c'est ça? Voilà, c'est les vaches du sud-ouest. Nous, aujourd'hui, on recherche quand même des vaches avec des jolis bassins pour qu'elles mettent bas facilement et derrière qu'elles puissent élever leur veau en faisant bien du lait. Ça veut dire que sur une vache comme celle-ci, tes revenus, c'est à la fois les veaux Voilà. et la viande, puisque c'est des vaches à viande. C'est ça. Et j'ai l'impression, là, depuis que je te vois travailler ce matin, que tu as un vrai bonheur à être là. Depuis tout petit, je rêve de faire ça. Je venais de suite après avoir goûté, soigner les vaches avec mon père et ma grand-mère. Là, aujourd'hui, je suis très content du métier que je fais. Quand je vois tout ce qu'il faut maîtriser, puis tout ce qu'on sait, vous êtes des entrepreneurs aussi, il faut maîtriser la comptabilité, le marketing, enfin... Voilà, c'est ça, tu as tout résumé. Il faut, on va dire, s'occuper des cultures. Voilà, ça, c'est plus ce terrain, mais derrière, il y a toute la partie administrative qu'on ne voit pas. Et on est obligé d'en faire aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Hein. Et ça te rend heureux de vivre ça dans les Landes? Ah oui, je suis très attaché aux Landes, à mon territoire. Ça serait impossible de voir ma carrière ailleurs. Pourtant, on est d'accord que c'est pas très joli, les Landes, quand même. Ouais. Je prends des risques, hein? Ouais. Tu peux. Des risques. Mais on va aller boire un café. Ouais. On respire ici. Ouais. C'est une belle exploitation, hein, vraiment. Et tu les as achetés dans une brocante, alors, toutes ces médailles, là? Presque. Mais là, c'est carrément la salle des trophées. Le but d'aller au concours, c'est d'essayer d'aller gagner quelque chose, quoi. Au-delà de la joie de gagner un prix, ça t'amène quoi dans ton métier, ces concours? Déjà, la toute première chose, c'est pouvoir se comparer aux autres éleveurs. Savoir comment on est. Et après, dans un second temps, c'est pouvoir avoir la réputation de la publicité pour l'élevage. Et travailler avec des magasins de producteurs ou le très grand restaurateur qu'on va aller voir cet après-midi à Eugénie-les-Bains. Ah, on va voir un très grand restaurateur cet après-midi. Ouais, voilà. C'est la Cool. petite surprise. Ça me plaît. Ah bah j'aime bien. Voilà. Allez. Qu'est-ce un que peu c'est de que ça? pastis. Du pastis, alors. Voilà, c'est du pastis landais. C'est un gâteau typique des Landes. Bah, ça a le goût du Ricard, ouais, du Ouais, il y a un peu d'anis. du pastis, quoi. C'est bon, ça. Incroyable, qu'est-ce que c'est bon. Bonjour, enchantée. Sandra. Margot, Bienvenue. merci. On va aller vous montrer la tiny. Ce couple d'agriculteurs a l'habitude de recevoir de la visite depuis qu'il a installé cette tiny house au milieu de la ferme dans les Landes. Voilà la tiny. C'est du local, hein, quoi. Elle a été faite dans la région de Tarbes. On découvre l'intérieur? Allez, suivez-moi. Donc vous avez en haut l'hébergement. Cela fait 6 mois qu'ils proposent cette location et ils ne regrettent pas leur choix. Et après, le coin salle de bain. Car le tourisme offre un complément de revenus non négligeable aux agriculteurs. En tant qu'agriculteur, on voulait un petit peu diversifier. Déjà, c'est pour diversifier un petit peu les revenus, parce que ça nous permet, si jamais il y a un truc qui va moins bien, l'autre ira peut-être mieux. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier, quoi.
Puis on voulait accueillir des gens qui viennent d'ailleurs et leur montrer en fait le monde agricole. Allez, on va aller voir les petits canards là-bas. Ils sont arrivés jeudi dernier, donc ils ont 9-10 jours ils ont. D'accord. Dans 10 jours, donc voilà. Comme Luc et Sandra, ils sont plusieurs milliers d'agriculteurs en France à ouvrir ainsi les portes de leur ferme aux visiteurs. Voilà, les petits canards. Il y en a combien? Là, il y en a 1500 à peu près. Montrer les petits canards, c'est quelque chose de très mignon, les gens sont contents. Quand certains viennent avec les enfants, dès que vous leur montrez des petits animaux, déjà, ils sont super contents. Donc nous, partager tout ça, ça nous change un petit peu de ce qu'on fait toute la semaine. En tout cas, venir ici, c'est un contact privilégié avec les agriculteurs pour échanger sur leurs pratiques, pour nous aussi toujours avoir la curiosité de savoir ce qu'on a dans nos assiettes. Aujourd'hui, on est des consommateurs. Nous, on se veut un peu plus responsables, en tout cas, en choisissant nos produits. Ça remet du sens à nos vacances, à nos week-ends. Certains touristes n'hésitent pas à pousser l'expérience agricole un peu plus loin en venant s'essayer au travail à la ferme. C'est ce qu'on appelle le woofing. Dans le Pays Basque, Marie-Odile et Renaud sont venus passer 3 semaines chez un paysan boulanger. Salut, ça va? Salut Hector. Ça a été? Ouais. Ouais, bien dormi. Toi, ouais. Ça va? Ouais, impeccable. Bon, on y va? Ouais. On va faire le pain? Allez, c'est parti. Donc là, tu peux lancer le son et les graines. Et toi, Renaud, tu peux faire les levains. En échange du gîte et du couvert, ils doivent mettre la main à la pâte plusieurs heures par jour. À la base, on a plutôt des métiers de bureau, pas du tout dans la boulangerie. Et puis, on s'est mis à faire notre pain à la maison. Et du coup, on a regardé sur le site de Woofing et on a vu qu'il existait des paysans boulangers qui proposaient de l'accueil. Et on s'est dit, bah allez, hop, je prends des congés et on y va. Les woofers apprennent à maîtriser les gestes subtils pour faire un bon pain au levain. Pour nous, c'est super. Toutes les 2 semaines, les 3 semaines, ça change. Donc, on a une nouvelle personne avec sa culture. On a eu une Australienne il n'y a pas longtemps. Moi, étant jeune, j'ai un peu voyagé. Et donc, c'est une occasion pour nous aussi, pas de voir du pays, mais de voir des gens d'ailleurs. Pendant leur séjour, les woofers font comme partie de la famille. Tous les repas sont pris ensemble pour favoriser l'échange et permettre une immersion totale dans une petite exploitation agricole. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Franchement, un retour très positif parce qu'il y a eu à la fois le côté on est venu, on a appris quelque chose et on a pu profiter comme si c'était des vacances en plus, quoi. Donc non, on est super contents. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à ouvrir les portes de leur exploitation. Sur le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs ont suivi la même tendance en proposant aux touristes de monter à bord pour découvrir leur métier. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Enchanté. Donc le programme aujourd'hui, c'est d'aller sur les parcs à huîtres. Et après, je vais vous montrer le métier d'ostréiculteur. Voilà. Ça marche. Sur le bassin, ils sont une douzaine de pêcheurs et ostréiculteurs, comme Sébastien Dufaux, à proposer ces sorties en mer originales. On appelle cela le pescatourisme. Mais les piquets-bois, les balises, qu'on appelle dans notre jargon, ou alors en patois le pignotte, c'est du patois d'ici, on les met nous-mêmes, hein, c'est notre entretien personnel. Donc c'est pour accoster avec le bateau dessus, pour en fin de compte pouvoir mieux travailler sur le parc à huîtres. Comme on va faire tout à l'heure quand on va arriver sur le site. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce métier-là, sur voilà, découvrir un peu le bassin, en apprendre davantage. Voilà, c'est toujours enrichissant comme expérience. Allez hop. Devant les touristes, Sébastien va récolter les huîtres arrivées à maturité après avoir passé 3 ans dans leur poche. Donc ouais, c'est vrai que c'est toujours sympa de faire venir du monde avec nous sur le bateau en pescatourisme pour faire découvrir notre métier et surtout qu'ils comprennent un peu tout le travail qu'il y a derrière parce que une huître, elle se mange en quelques secondes.
Et après l'effort, le réconfort. Allez, c'est parti. Parfait. Bah oui, très bien. On est privilégiés dans ce cadre idyllique, on a beaucoup de chance. Sur mer comme sur terre, les produits du terroir semblent plus savoureux une fois qu'on a partagé le quotidien de ceux qui les ont élaborés. Ouais, ça fait du bien d'enlever les bottes quand même. Hein. Ouais, en plus on sent plus la vache. Ça, c'est pas faux. Ce qui me marque, tu vois, depuis que je suis arrivé là dans le département des Landes, c'est quand même que l'agriculture est partout. Hein. Ouais, en Nouvelle-Aquitaine, t'as des canards, t'as des vaches, t'as également une grosse partie de culture sur la partie Haute-Lande jusqu'à Bordeaux, où t'as des cultures maraîchères, du maïs doux, du maïs. On va pas mourir de faim dans les Landes, et ça c'est sûr. Là, on part à Eugénie-les-Bains, c'est à 20 km à peu près de chez nous. Eugénie-les-Bains, c'est beau ça. Ville thermale, j'imagine, avec un nom pareil. Voilà, c'est ça. Et il y a un nouveau chef maintenant depuis 7 ou 8 ans, Hugo Souchet. Il désirait, là, depuis 2 ans, de travailler directement avec des producteurs. Ah, donc je vais découvrir comment est-ce que des chefs magnifient ta production, quoi. Voilà, c'est ça. Tiens, regarde, tu sais ce que c'est, ça? Les petits fanions multicolores, là? Ouais. C'est pour annoncer que dans les prochaines semaines, il y aura les fêtes du village. D'accord. C'est pour prévenir. Si tu veux, chaque village organise sa fête un week-end par an. Ah ouais, d'accord. Et pour ces fêtes, souvent dans les petits villages, il y a la course landaise. Ah bah voilà, donc t'as quoi, les bandas, j'imagine? Les bandas, la musique, le bar, des tapas, voilà. Tous les week-ends, il y a de quoi s'amuser. Ah ça y est, on entre dans Eugénie-les-Bains, là? Ça fait longtemps qu'ils existent, ces termes, enfin qu'on connaît les propriétés de l'eau d'Eugénie-les-Bains? Ça fait un petit moment maintenant quand même, et les Romains y venaient à l'époque. D'accord. Et Henri IV également. Donc effectivement, c'est des propriétés connues depuis longtemps. Le parc est super beau là. Ah ouais, dis donc. Ouais. On va en direction des coulisses. Ça, c'est ça qui est chouette, de rencontrer des gens comme toi. C'est que je vais découvrir des choses que j'aurais jamais découvertes tout seul. Oula, ça sent bon là. On se rapproche. Waouh, non mais c'est dingue ici, Alex. Ouais. Bonjour. Comment ça va? Ah, salut Hugo, ça le va? chef. Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Enchanté, bienvenue à Eugénie. Ravi, merci. Bien reçu là. On a bien reçu la bête qui est magnifique. Donc ça, c'est la viande d'Alex. Ça, c'est la viande d'Alex. Le Rossini pour la brasserie. Une belle recette bien traditionnelle qu'on fait en ce moment. Et pourquoi tu as choisi de faire griller le bœuf à la cheminée? Le bois amène un fumet complètement différent parce que nous, on travaille qu'avec des essences de bois d'ici. Donc c'est vraiment des bois qui sont dans les forêts aux alentours. On a du chêne, du hêtre, du bouleau, ça dépend un petit peu des pois. Et en fait, cette fumée-là qui s'échappe, elle a une odeur complètement différente. Et il y a un secret pour faire cuire la viande, pour toi, Hugo? Ouais, il y a un secret qui est le temps de cuisson est égal au temps de repos. Qui marche sur une côte de bœuf, comme ça marche sur un filet. Tu as la chaleur qui est à 280-300 degrés sur la grillade. Et le temps que tu vas le laisser, là, les 3-4 minutes, et la chaleur, elle va rentrer tout doucement dedans. Et c'est comme ça que tu as un beau saignant ou un beau bleu. Voilà. On sent qu'il y a une réflexion et qu'il y a de l'excellence. Alors c'est sûr, le jour où on a mis les pieds ici dedans, que Hugo nous a fait visiter, on est tombé de très haut, quoi. Et aussi, wow, c'est parfait. Et c'est à 20 km de la maison. Ouais. C'est sûr qu'on est très content que des établissements comme ça travaillent avec nous. Tadam! Là, tu vois la jutosité de la viande, la texture. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est magnifique. Voilà comment ça doit être. On va juste la napper comme ça. On va y mettre 3 petites tranches de forain. On pose dessus. Et après, une petite pomme soufflée, un petit peu de fleur de sel. Et qu'on a repris un grand classique, qui est le bœuf Rossini, avec un foie gras qui vient de Kona. Ouais. Samadé, c'est peut-être 10 km même. Donc c'est vraiment déjà voilà, un terroir qui s'exprime sur une toute petite zone avec des produits exceptionnels. Et nous, en tout cas, on est fiers de les travailler. Et surtout, on est fiers de les travailler. Voilà. Bravo. Là, je crois qu'on ne peut qu'applaudir. Ouais.
On va manger avant que ça refroidisse. Génial. Oh là là, regarde-moi ça. C'est fondant, ça se coupe tout seul. C'est une viande exceptionnelle, vraiment. Et après, tu as le goût du foie gras qui vient un petit peu rajouter du sucre. Et donc, il y a un mélange de saveurs. Et avec la petite sauce derrière, moi, elle m'inspire un côté un peu sous-bois, chasse. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu veux goûter? Allez, je vais goûter un peu. Hallucinant. Toi, tu connais. Ouais, c'est toujours aussi bon. J'adore. Bon, moi, je remange un peu quand même. Le deuxième concours de la saison de l'armée du projet 25 juin, la course anglaise. Ismaël, c'est Gauthier. Salut Gauthier. Ça va? Ça va. On se connaît maintenant depuis quelques années, on joue au basket ensemble l'hiver. Ok. Voilà, quand il fait pas de la course. Là, tu vas faire la course ce soir, t'es écarteur, c'est ça? Ouais, écarteur, c'est ça. Ça va? Tu te sens comment là avant d'aller dans l'arène? Parce que c'est impressionnant quand même, il y a du monde. Pour le moment, ça va. Après, voilà, une fois entré dans la piste, il y aura un peu de pression. Et tu fais ça depuis que t'as quel âge? Moi, je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Il faut être concentré, il faut vraiment pas faire de faute. Un concours, c'est particulier. Bah, on peut que te souhaiter bonne chance. Hein. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tout est codifié dans cette arène, entre le drapeau espagnol qui est là, il y a plein de petits fanions comme tu m'as montré, les couleurs rouges et blanches. C'est les traditions, les arènes, c'est tout le temps comme ça. Et après, il y a également, tu vois, il y a les petites guirlandes. Et ça, c'est les couleurs de chaque équipe. Il y a 4 équipes qui se représentent ce soir dans l'arène. Il y a 8 écarteurs. Et tu n'en auras que 5 qui seront retenus pour le concours final. Et ils ont 4 écarts pour se départager pour essayer d'être le meilleur possible, quoi. Et ils écartent des taureaux qui viennent d'où? C'est pas des taureaux, c'est des vaches. Ah. Ouais. Et non, c'est des vaches de course, on va dire les femelles des taureaux de combat. Voilà, d'élevage de Camargue ou d'Espagne. Ah oui, donc rien à voir avec la blonde d'Aquitaine, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah, il y a Gauthier, premier rang là-bas. Ouais. Celui à sa droite, tu vois, il a un boléro blanc, un peu spécial. C'est parce qu'il est champion de France en titre. Je trouve qu'il y a une certaine tension qui monte là dans les gradins. Ah oui, il y a du danger, les personnes sont impatientes que ça commence et voilà. Hein. Ah oui, d'accord. Ah bah, elle a des cornes hallucinantes, quoi. Tu vas voir. Lui, il est tout jeune, il doit avoir 16 ou 17 ans. Ça va vite, hein? Vous prêts sur les parties? Maintenant, c'est au tour de Gauthier. J'ai peur pour lui, moi. Franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. Bon, on est habitué, quoi. Elle est passée toute près, là. Ouais, elle est bien passée. C'est bien pour commencer le concours, il est bien lancé. Là, il est lancé dans son concours. Voilà, on appelle ça une touche. C'est pas une tubate, parce qu'une tubate, c'est quand ils prennent vraiment un bon caramel. Là, c'est une touche. Un bon caramel? Ouais. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Mais au moins, elle est parlante. Voilà. Quand t'es pas d'ici, c'est une tradition qui peut paraître un peu bizarre. Il y a des gens ailleurs en France qui disent que c'est pas du bien-être animal, on respecte pas les animaux. Ah oui, c'est sûr, mais pour les vaches, pour elles, c'est un jeu. C'est un jeu, tu sais, de venir. C'est des vaches, elles sont faites pour ça. C'est une tradition. Tout le monde aime ça ici. Le monde agricole ici, qui va avec la culture taurine, qui va avec ses costumes, qui va avec la manière dont on cuisine la viande, bah, c'est pas simplement une activité économique, c'est profondément une identité. Tu vois? Ouais, non, mais ça c'est sûr. Là, il y a tout qui se mélange ici. Ouais. Bon, je te remercie parce que tu es super généreux en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Hein.
C'est bien. Marchez. Tranquille. C'est bien. Dans les vignes du Bordelais, il n'est pas rare de voir des chevaux de trait prendre la place des tracteurs. Sur cette parcelle, des vignerons sont venus s'initier à la traction animale. Une pratique ancienne mais qui est revenue à la mode. Parfait. Le cheval peut réaliser un travail plus précis que des machines sophistiquées qui valent entre 20 et 30 000 euros. En le faisant manuellement derrière le cheval, on arrive à avoir un rendu de travail bien meilleur. Allez Hector, marchez. La technique est difficile à maîtriser et le cheval peut se montrer facétieux. Droite Hector, droite. 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 Marchez. Marchez Hector, marchez. Pourtant, les viticulteurs sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est le seul moment où quand vous travaillez un sol, vous voyez ce que vous faites exactement et comment la terre elle réagit, puisque vous êtes derrière votre outil. Alors que sur un tracteur, on est devant. Ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas comment la terre verse, si elle est sèche, si elle est humide, si votre travail est de qualité ou pas. Hop là-haut. Le matin de bonne heure, quand il n'y a personne, que vous êtes seul, juste avec votre cheval, c'est très très agréable, comme il dit, et en plus il y a l'odeur de la terre qui verse. Le matin, si c'est un peu humide, c'est extraordinaire. Faire le choix du cheval, c'est ajouter un supplément d'âme au travail agricole. Dans la forêt landaise, les bûcherons ont parfois recours à l'animal pour faire du débardage de bois. Doucement. La bonne entente entre le cheval et son maître est indispensable pour lui faire déplacer des troncs de 300 kg. Là, droite, droite, droite. Oui. On a une relation particulière avec nos chevaux, c'est un peu comme nos enfants. Déjà, ils sont d'une intelligence qui est remarquable. Ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles, ils le sentent lorsque ça va pas pour nous. On passe énormément de temps avec eux, on y tient énormément. C'est pour ça que chez nous, les chevaux, lorsqu'ils ont fini leur carrière, ils ne sont pas envoyés à l'abattoir ou donnés ou revendus. Ils finissent leur carrière ici avec les vaches. Malgré ses gros sabots, le cheval est délicat et ne laisse quasiment pas de traces sur son passage. Il permet de travailler au cœur de la forêt, là où les machines ne peuvent pas passer. Quel que soit le milieu naturel, il existe toujours un animal pour aider les hommes dans leurs travaux. Sur les plages landaises, où le sable s'étend à l'infini, l'animal providentiel, c'est lui, bien entendu, Dino le dromadaire. Alors on est là aujourd'hui parce qu'on mène une opération de nettoyage de plage en fait. Et Dino, il nous aide, lui, à transporter les déchets grâce à ses sacs de bas. Et si tout va bien, on arrivera à remonter à peu près une centaine de kilos de déchets plastiques à la fin de la collecte. On va lui attacher de l'autre côté de son sac. Dino le dromadaire n'est pas le premier de son espèce à fouler cette plage. Car au XIXe siècle, Napoléon III avait déjà tenté l'introduction de cet animal exotique dans les Landes. On appelait ça ici le petit Sahara à l'époque, dans les années 1800. C'est un animal hyper adapté en fait sur le sable parce qu'il a des pattes larges, donc il ne s'enlise pas et il n'abîme pas le sol en même temps. Aujourd'hui, le dromadaire permet d'attirer l'attention et de sensibiliser à la pollution des plages par les déchets plastiques. Malgré le recours massif aux tracteurs et aux machines agricoles, les animaux ont encore bien des services à nous rendre. Salut Myrène. Bonjour Ismaël. Enchanté. Comment ça va? Ça va et toi? Oui. C'est combien de bis chez vous, dans le Pays C'est Basque? 2. Il faut se lever tôt pour venir te voir quand même, hein? Oui, c'est mieux. Aller chercher les brebis dans la montagne, Voilà. ça se mérite un peu. Oui. Mais c'est extraordinaire ici. Enfin, je suis trop heureux de mettre le veto. La brume sur les montagnes, le décor.
Même nous, ça nous époustoufle alors qu'on voit ça presque tous les jours, mais on est toujours étonnés de voir ça. Ça sent bon le café dans ta petite cabane. Oui, je t'en fais un. Ah bah alors là, avec grand plaisir. T'as vu, hein, comment je demande ça, poliment. C'est cool. Il t'arrive de passer du temps dans cette cabane? Alors ici, c'est surtout pour prendre le café, pour manger un peu. Ouais. Voilà, c'est mon petit château. C'est ton petit château, bah, c'est très mignon comme expression. Mais j'aime beaucoup cet endroit. Ah. Et on est vraiment bien ici, hein. Oui. Seul au monde, hein, pour le coup. Voilà, seul au monde avec quelques brebis. Elles sont où les brebis d'ailleurs? Tu les as vues? Là, elles sont presque tout en haut, au sommet de Haadi. Dans la brume, là? Voilà. Il y a quoi comme dénivelé pour aller là-haut? Il y a combien de dénivelé? 350 mètres. Ah, ça va, mais par contre, ça grimpe oui, bien à pic. Hein. Ça grimpe, oui, c'est raide. Je t'appelle Myrène depuis tout à l'heure, mais comment on prononce ton nom? Ah, il faut pas. Non. Ok. Myrène. Myrène. D'accord, Myrène. On roule les R. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est vraiment pas facile de la suivre. Naïka! Je comprends pourquoi elle a pas mis de veste avant de partir. Parce que là, ça chauffe. Hein. Allez, je m'accroche. On y va. Je vais essayer de pas trop la ralentir. Ciao les! Wow. On les amène. J'entends des cloches. Oui. Ah bah elles sont là. Elles sont là. Incroyable. Je crois qu'elles t'ont reconnu. Merci de me faire vivre ça, Myrène. De rien, avec plaisir. C'est magique ce moment. C'est magique. Il y a une vraie émotion. Oui. Vraiment. C'est la récompense de la journée. Et c'est quoi comme race de brebis alors? Ça, c'est des manèges tête noire. Voilà, c'est une brebis d'ici. Elles sont beaucoup plus rustiques. Donc, elle va produire moins de lait, mais en contrepartie, il y aura moins de coûts, moins de charges. Ici, pendant presque la moitié de l'année, on les alimente gratuitement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec tes bêtes comme ça, Myrène? C'est une grande satisfaction. Surtout, voilà, ces moments-là, l'été à la montagne, c'est un peu la récompense de tout ce qu'on a enduré l'hiver. Ce qui coûte le plus pour moi, c'est de ne pas avoir un jour de repos. Éonore! Et quand on entame le printemps et qu'on revient à la montagne, là, on comprend pourquoi on fait ce métier. En fait, la descente est beaucoup plus difficile que la montée. Et elle va beaucoup trop vite pour moi. Oh là là. Bon, ça paraît facile quand on voit ça à la télé, hein, mais en vrai, c'est une autre paire de manches. J'ai essayé de pas tomber et ce sera déjà ça de gagner. Allez les filles, c'est par ici que ça se passe. Et ben voilà. Voilà. On a réussi. Bravo. Tu t'es très bien débrouillée. Hein. Merci. Je te félicite. Moi aussi, hein. Tu rigoles, j'avais 25 minutes de retard sur toi. Ouais, tu rigoles vraiment. Mais on va les compter. Alors, t'en as compté combien? 176. Je suis très impressionné par ta façon de les compter. Hein. Parce que t'as l'œil, t'es très concentré. De part de. On sent que t'as l'habitude quand 4, même. 18, 12. Ah, mais quand même, hein. T'es sur le coup. Hein. Les prochaines étapes de la journée, qu'est-ce que tu dois faire? Mais là, il faut redescendre à la maison. Il y a le fromage à faire. Ouais. Bah, je vais t'accompagner pour faire le fromage alors. Allez. Voir ça. Super. Hein, bon, bah, let's go. Let's go. C'est parti. Ah, mais je trouve que ces paysages-là, avec cette lumière et l'herbe verte qui éclate, c'est extraordinaire, extraordinaire. Coup de cœur du voyage. Ah, super. Quand même pour ces paysages. Hein. C'est un petit cocon de nature, en fait.
On s'y sent bien, je trouve. On est né ici, mes parents sont nés ici, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. On est attaché à la maison natale, ça a une importance primordiale à tel point que nous, on se nomme par le nom de la maison. Ah, donc toi, ça veut dire que ça fait plusieurs centaines d'années que ta famille habite les maisons dans lesquelles oui, bien sûr. tu vis, oui. ta famille vit? Bien sûr. Donc ta maison, elle s'appelle comment à toi? Mais ma maison, elle s'appelle Iturribeltzea. Ça, c'est le décaillage. Décaillage. Je ramasse le cahier. Alors il faut faire ça très doucement pour former une boule régulière. Il ne faut pas abîmer le cahier là en ce moment. D'accord, il faut faire attention à ça. Voilà. Et donc de cette boule va naître l'osso hiératique et le fromage que tu produis ici, c'est ça? Pour pouvoir faire de l'osso hiérati, il y a un cahier des charges à respecter. Il faut travailler avec des races locales. Donc, les 3 races locales ici, c'est la manèche tête noire, voilà, celle que j'ai, la manèche tête rousse et la basco-béarnaise. Quand je vois ça, je pense toujours aux premiers hommes qui ont eu l'idée de faire du fromage comme ça. C'est une bonne idée. Hein? Ah ouais, ça continue des milliers d'années après. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, ça. C'est bon. Waouh. Tu connaissais? Je connaissais, j'en avais déjà goûté, mais alors pas ça. Tu vois, clairement, sans te mentir, c'était de l'osso hiérati de supermarché, tu vois. Et là, on sent qu'on franchit un précipice, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Je trouve ça fort, en plus, pour moi, de me dire que je mange le fromage fait par les brebis que j'ai vues là-haut. Il a une histoire, ce fromage. Ton mode agricole, c'est un hommage à la culture dans laquelle tu es né et que tu aimes, ça se sent profondément. Le but, pour nous, c'est de maintenir nos villages en vie, nos maisons debout, que les jeunes et que les enfants aient envie de rester dans nos villages. Ça passe par le biais de l'agriculture. Ouais, tout est lié. Tout est lié. Ouais. Eh ben, merci à toi, hein, parce que je ne m'attendais pas à découvrir tout ça. Je savais qu'il y avait une culture très marquée ici, mais ça m'a vraiment impressionné et beaucoup touché, ce que tu réalises et ce que tu m'as fait découvrir. Pour que ce soit à plat, s'il te plaît. Hop, c'est bon. Parfait. Bah là, en fait, on est dans une stabulation. Donc, c'est un endroit qui est fait pour accueillir les vaches. Et effectivement, le but, c'est d'arriver à transformer ça en comédie club le temps d'une soirée. Donc, on vient avec tout notre matos, les enceintes, les micros, les lumières. Bon, la scène, on a eu de la chance. On en a une très belle qui nous les a été livrée. Et c'est ça qui est cool, en fait, avec le stand-up, c'est qu'on a besoin de pas grand-chose. Et tout de suite, on peut faire un spectacle et c'est super, quoi. Nicolas Mérieux est un humoriste qui s'apprête à monter sur scène dans cette ferme laitière. Lui-même agriculteur, il s'est fait connaître par ses vidéos qui dépoussièrent l'image du monde rural en donnant la parole à de jeunes agriculteurs. Quand on fait des mouvements
regroupement d'animaux. Les amis, bienvenue dans ce premier vlog du Life Farm Tour. Les amis, aujourd'hui, je suis dans le Doubs. Aujourd'hui, je me trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Comment ça va, les amis? Comment ça va? Bah, ça va très bien, on est super content que tu sois là. Donc là, j'ai rejoint Nico. Autant il y a 50 ans, on avait tous quelqu'un de notre famille qui était paysanne ou paysan. Autant aujourd'hui, les gens sont vraiment retournés vivre en ville et ils se sont déconnectés de la campagne, de la ruralité, du monde agricole. Et bizarrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent et qui le fantasment et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, on va essayer de montrer. À la fois humoriste et militant écolo, il a créé un spectacle autour de notre empreinte carbone et du réchauffement climatique. Le jour, j'ai une amie à moi qui est venue me voir qui m'a dit « Nico, tu fais être trop fier de moi, je fais le tri, maintenant je suis une écolo. » Alors non. Non, faire le tri, c'est pas être écolo, non. Non, si en 2024, tu fais pas le tri, c'est que c'est toi le déchet. Chaque soir, pendant l'été, il installe sa scène dans une trentaine de fermes différentes à travers la France. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. Pour rappel, la dernière, c'était celle des dinosaures. Eux, ils se sont pris une météorite, ils avaient une excuse, quoi. Nous, c'est à cause de nous. Nicolas Mérieux n'est pas le seul à avoir cette double casquette de paysan et d'artiste. Car ils sont nombreux à avoir un pied dans le monde agricole et l'autre dans l'univers culturel. Dans cette petite ferme landaise près de Mont-de-Marsan, c'est aussi cette double vie qu'ont choisi Laurent et Mathieu. On a planté en fait tous les fruitiers dans chaque carré. Bon, déjà pour les fruitiers, mais aussi pour la pollinisation, tout simplement. Donc effectivement, là, il y en a pas mal. Hein. Quand tu regardes là, t'as tout ça. Et chaque carré, donc on a 7 carrés, 3 serres, et on a encore une autre parcelle là-haut. Mais Mathieu et Laurent sont plus connus sous leur nom de scène, The Inspector Clouseau. Depuis plus de 15 ans, les deux paysans rockers mettent le feu sur les scènes de France et de l'étranger avec leur rock puissant et leurs racines rurales qu'ils clament haut et fort. L'année dernière, on a perdu notre grand-père, notre grand-oncle. Ces gens-là nous ont appris ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est-à-dire à travailler la terre de notre terroir. Et donc, c'est pour cela que nous sommes agriculteurs aussi à côté, en respectant notre terroir. Toute l'énergie qu'ils ont sur scène, ils l'emploient aussi sur leur ferme, où ils expérimentent les techniques de l'agroécologie. Producteurs de foie gras, ils ont même ressuscité une race d'oies locales qui avait disparu. Donc ça, ce sont des oies landaises. C'est une espèce en voie de disparition, qui est donc en gros un gros canard, et qui est un peu plus blanche sur les bords, etc., et qui est parfaitement adaptée au territoire. C'est une ferme qui respecte les principes de post-croissance qu'on applique aussi en musique, puisqu'on est indépendant. Et, voilà. Le but d'ici, c'est quand même sauver des espèces, utiliser des graines locales, fixer un maximum de carbone et montrer que juste que ça marche et que c'est au-delà d'un truc de hippie, quoi. C'est-à-dire que on produit. On fait quand même 20 tonnes de maïs par an. Là, il y a un marché d'1 hectare. Hein. Ça produit. The Inspector Clouseau s'inspirent de leur travail à la ferme pour écrire leurs textes et font l'éloge de la petite paysannerie à l'ancienne en lutte face aux géants de l'agrobusiness. Le but de la ferme, c'est déjà de montrer qu'un tel modèle peut fonctionner et surtout pour les générations futures, d'avoir, voilà, ils vont se dire, ah ben eux ils l'ont fait, ça marche. Peut-être qu'on va se rapprocher d'eux pour essayer de voir quelles techniques ils utilisent pour pouvoir le reproduire dans leur contexte à eux. Le groupe a installé son studio de répétition dans le grenier de la ferme. C'est là qu'ils ont composé leur dernier album. Fidèles à leurs principes, ils ont toujours refusé de signer chez les majors de l'industrie musicale, prouvant qu'en agriculture comme en musique, un autre monde est possible.
sais, Issa, là, j'ai l'impression de vivre un de mes rêves d'enfant, quelque part. C'est vrai? Le petit tracteur. Je vivais ça avec mon grand-père, moi. T'as vu les trous? Bah voilà, tu vois, tu sers pas à rien. C'est sympa, ça chambre un peu quand même. Hein. Ah, un peu, faut s'habituer. Hein. Sinon ça fait longtemps que vous êtes ensemble, toutes les deux, vous vous connaissez? Ouais, on se connaît depuis 2016, je crois. 2016? Moi, je suis arrivée en Dordogne pour un chantier participatif. Et du coup, j'ai rencontré Maëva dans cette association-là et je suis restée en Dordogne. L'amour est dans le pré. Je n'ai besoin de personne dans ma Ferguson. Je ne reconnais plus personne dans ma Vous avez quand même choisi un endroit sympa. Hein. Oui, on avait hésité avec ici. une déchetterie, puis on s'est dit là finalement c'est vachement mieux. Ouais, ben franchement, tu sais quoi, super idée. Tout ce qu'on cherchait, vallonné, avec beaucoup de haies sur les parcelles, des forêts autour. On se croirait un petit peu dans le roi lion. Ceci est ton royaume. Vous étiez dans le monde agricole toutes les deux ou pas, avant de commencer cette activité? Alors moi j'avais un pied dedans, parce que du coup j'étais 4 ans ouvrière agricole dans une chèvrerie. Donc je m'occupais de donner à manger aux chèvres, de faire la traite, le fromage, vendre le fromage. Un petit peu de tracteur, mais pas beaucoup. Mais je n'avais pas la responsabilité de la ferme, c'était vraiment, voilà. Ah, tu donnes à manger aux chèvres, je donne à manger aux chèvres. Voilà. Souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que tu es arrivée là, comme ça, de passer de la région parisienne à agricultrice? Quand j'étais étudiante, tous les étés, moi, j'allais travailler en tant qu'ouvrière agricole. En fait, j'étais saisonnière et j'ai ramassé le tabac en Alsace, j'ai fait les vendanges. J'étais même partie aussi en Australie il y a 15 ans pour ramasser des fruits. Et en fait, ça, pour moi, c'était des vacances. Et c'est que là, en m'installant, que j'ai réalisé que je considérais des vacances un travail que d'autres n'auraient jamais fait, même en étant bien payés, quoi. Vous avez récupéré une exploitation, vous avez des vaches à viande et vous avez décidé d'y ajouter de la bière. C'est ça. C'est ça? Ouais. Tout était parti en fait de l'envie de Maëva de faire de la bière. Et moi, je trouvais ça génial. Elle en faisait déjà dans sa cuisine et franchement, elle était hyper bonne. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, mais moi, je vais m'ennuyer si on fait que de la bière. J'aime bien quand ça change, j'aime bien quand c'est imprévisible. Et du coup, je me suis dit, mais moi, si je faisais de l'agriculture? Et du coup, on s'est dit, mais comment on pourrait rejoindre ça ensemble? C'est des sacs de quoi, ça? C'est du malt d'orge. Allez. Du coup, ça, c'est la récolte de l'an dernier. C'est assez satisfaisant, en fait, de savoir qu'on maîtrise quand même la matière première. Donc tout part de là, quoi. Tout part de C'est-à-dire là. que ce qui pousse dans vos champs, c'est à la fin la bière que vous aurez. C'est le corps de la bière, ouais. Et qu'est-ce que tu trouves dans ce terroir périgourdin de spécial pour faire pousser cette orge, pour faire cette bière? Bah, y a le côté, c'est chez moi, en fait. Enfin, moi, je suis vraiment issue d'ici. J'ai grandi en Dordogne, j'ai toute ma famille en Dordogne. On n'est pas issus de famille d'agricultrices et d'agriculteurs avec ma sœur, mais on a quand même un pied dedans. Puis, enfin, je sais pas, c'est quand même... Moi, je me dis que de brasser avec ça comme vue, quand je sors de la brasserie, c'est le principal, quoi. Et voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Ouais, Il y a même des petits escargots dedans. Oui, ils sont morts depuis très longtemps. Ça se voit que ça vient de nos parcelles et que c'est pas du malt conventionnel. On met pas d'engrais chimiques, on va mettre que le fumier de nos vaches par exemple. On va pas mettre de choses qu'on trouve être nuisibles pour la terre et pour la planète de manière générale. On préfère avoir moins de rendement et mieux travailler, en tout cas travailler comme nous on estime être le mieux nos parcelles. Ouais. Tu veux en goûter une de céréales? Ouais, je veux bien. Allez. Ah, en fait, il y a beaucoup de goût. C'est assez sucré. Oui. C'est une petite friandise assez croquante, je trouve. C'est ça. Ah, le
calme de la campagne. C'est clair. Comment ça s'appelle en fait ce que tu récoltes à l'arrivée? Ça reste du malt, mais il est broyé. Donc là, tu vois, tous les grains sont soit cassés, soit ouverts. Du coup, quand on va le mettre dans l'eau, tous les sucres qu'on va extraire vont arriver dans l'eau. Et à la fin du process de la bière, on va mettre des levures qui vont consommer ces sucres et en faire de l'alcool. Et les bulles, ce qui est quand même un petit peu le but du jeu. Et oui, quand même. Ouais, effectivement. Voilà. Et bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bon, ben, je vois que les bières sont servies. D'accord, merci. Enchanté, Ismaël. Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Jean-Paul, c'est le propriétaire de la ferme. On a repris sa ferme. Et oui, j'ai repris moi-même à la ferme de mes parents. Et je suis né ici à Peiro, et voilà. J'ai toujours vécu ici et travaillé en tant qu'agriculteur à Peiro. Ah bah enfin, on la goûte cette bière. Ah oui, il était temps quand même, hein? Ah bah ouais, à la vôtre, hein, les amis. Oui, santé. Après une bonne matinée de travail, là, au point. C'est bon. Ça, c'est l'after foin. Donc c'est après les foins. Elle a vraiment une personnalité, un caractère. Enfin, j'ai l'impression de passer dans vos champs, dans les paysages là, que j'ai croisés pour vous rejoindre. Elle est très ancrée dans ce terroir, je trouve. Et Jean-Paul, qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as vu Maëva et Issa arriver ici et t'expliquer leur projet? Ça a été une rencontre du cœur, disons, un peu aussi. On s'est retrouvés plein de points communs, donc on a assez vite vu que ça pouvait marcher. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'elles font aujourd'hui, alors? Ça perdure, donc voilà, Maëva et Issa continuent. Et en plus, elles font de la bière, ce qui est très bien, parce que ça permet de valoriser aussi les terres en bio avec l'orge pour la bière, voilà. Bon, je comprends mieux pourquoi la ferme s'appelle L'Effronté, c'est ça? Parce que vous avez un sacré caractère quand même. Hein. T'es d'accord, Jean-Paul, ou pas? Oui, tout à fait. On va bien le prendre. Donc là, on va aller passer 1h30 encore au potager sur cette matinée. On y va? Allez, on marche, s'il vous plaît. Dans cette école pas comme les autres, les élèves ne prennent pas la direction de leur salle de classe. Car chaque matin, c'est dans leur potager qu'ils ont cours. Tu prends et tu déposes. Hop. Ce qu'on apprend au potager, c'est de la logique, du langage. On va apprendre des sciences, on va apprendre aussi des repères spatio-temporels. On construit des pédagogies à partir du potager. Grâce à cet enseignement en plein air, ces élèves de primaire intègrent les apprentissages fondamentaux de manière bien concrète. Là maintenant, on va revenir à des mathématiques pures et je vous demande d'utiliser ce mètre pour faire le contour de votre parcelle, mesurer. Pour cet exercice, les enfants doivent calculer le périmètre et la surface de leur parcelle de potager. Bien plus amusant qu'avec une règle et un cahier. J'aime beaucoup le potager et la nature. Donc souvent j'aime bien aller au potager. Bon les enfants, on va se retrouver tous aux serres de la ferme, ou plus précisément à la pépinière, parce qu'il y a des surplus de production. Donc là on va chercher plein de fleurs. Cette école privée a pu s'installer il y a 4 ans sur le terrain de la ferme de Bodonne, une ferme maraîchère unique en France qui accueille aussi des prisonnières bénéficiant d'un aménagement de peine. Les élèves de l'école rendent souvent visite à ces 12 femmes arrivées en fin de peine et qui préparent leur sortie de prison. Ça, c'est les carottes, c'est ici. Et là-bas, c'est les fraises. Après une longue période d'incarcération, Queen est arrivée à la ferme il y a 6 mois et elle redécouvre le bonheur d'être au grand air. Ici, c'est mieux. En plus, on n'est pas libre, il y a des surveillants tout le temps derrière toi. Ici, on mange bien et c'est tout, ils nous aident pour tout. Là, c'est une nouvelle opportunité qui commence pour moi, tu vois. En France, il existe 3 autres fermes comme celle-ci, gérées par le réseau Emmaüs, mais aucune n'accepte les femmes. La ferme de Bodonne a donc ouvert il y a 4 ans pour remédier à ce manque. Mais elle ne dispose que de 12 places pour les 6000 femmes détenues que compte le pays. J'ai trouvé des haricots, hein, mais il n'est pas fini, il va regarder après.
Moi, je dois trier là, les haricots après. C'est pas les haricots. Les fèves. Les fèves, pardon. Okay. Le contact avec la nature, tout ça, ça me fait du bien. Et voilà, après, c'est pas le métier de mes rêves hein, non plus. Mais oui, ça me plaît pour le moment. Ici, la place, elle vaut de l'or, comme on dit, franchement. C'est la seule institution en France. Il faut vraiment avoir un bon comportement. Moi, j'ai de la chance d'avoir été prise parce que je suis jeune. Parce que j'ai fait une petite peine, je suis pas restée longtemps en prison, mais vu que je suis jeune, ils m'ont mis ici parce qu'il fallait que je me réinsère au plus vite. Leur séjour à la ferme peut durer jusqu'à 2 ans, le temps de réapprendre la vie en société. Elles sont logées sur place en chambre individuelle et gèrent elles-mêmes les repas comme dans une grande colocation. L'objectif est de reconstruire le lien social abîmé par les années de vie en prison. Et toi, Paloma, tu veux du gâteau? Oui. C'est Gabi Muesca, lui-même ancien détenu, qui est à l'origine de ce projet. Alors ça, c'est vraiment l'outil écolo par excellence. C'est écolo, mais ça fait transpirer. La prison est un lieu mortifère. Ici, elles sont dans le vivant, elles sont dans ce qui est extrêmement valorisé et valorisant, qui est de voir les choses naître, grandir et apporter du beau et du bon. Et c'est quelque part une forme de révolution mentale, j'allais presque dire spirituelle, qu'elles vivent au contact de ce travail. La ferme de Bodonne écoule une partie de sa production sur le marché de Bayonne chaque samedi matin. À chaque fois, une détenue est autorisée à s'occuper de la vente et c'est Queen, cette fois-ci, qui assure ce rôle. Bonjour madame. On n'a pas la pluie comme la semaine dernière. Mais ils ont dit qu'il y a plu après, mais je sais pas, j'espère pas, parce que là... La vente sur le marché permet une reprise de contact en douceur avec le monde extérieur. Au marché, ça contacte avec les gens, différentes personnes. Les sociétés nous donnent une deuxième chance pour, tu vois, encourager nos erreurs, tu vois, et ça c'est bien. Cette expérience à la ferme de Bodonne redonne peu à peu confiance à ces femmes, leur offrant de meilleures chances de réussir leur vie après la prison. Il y a toutes les effluves de céréales là qui sortent. Ah oui. L'eau est chaude là? Ouais, l'eau elle est à 72 degrés. Ah d'accord. C'est la première fois de ma vie que je fais de la bière. Ah, tout un art. Comme pour le pain, tu vois, il y a une fermentation qui se fait, à part que le pain, on garde le solide et que la bière, on garde le liquide. Wow. Ah, c'est bien, on sent que tu commences à maîtriser un peu le geste. Bah, ça fait vraiment les bras. Hein. L'idée, c'est que tout soit homogène. Parce qu'on a mis de l'eau chaude avec des céréales froides. Ah, et voilà. Oui. Voilà. En y allant à 2. Oui, on va y arriver. Voilà. On va extraire les sucres et du coup l'alcool va se faire dans la semaine qui vient, le plus gros de l'alcool. Si tu veux goûter cette bière-là, il faut revenir dans 3 semaines, 1 mois. Et comment tu as appris à faire tout ça, Maëva? J'ai fait un IUT en génie bio, en option agroalimentaire. On a fait plein de choses qui touchaient à l'alimentation en cours. Donc on a fait de la confiture, du pain, du yaourt et de la bière. Du coup, j'ai fait de la bière dans ma cuisine avec des petites casseroles de 10 litres. Ah ça ouais. marchait bien. Voilà, il faut laisser tout ça travailler pendant 1 heure et demie. Je culpabilise un peu quand même qu'on aille au bal sans Maëva. Enfin, elle va nous rejoindre, mais elle a encore du boulot. Et... Ouais, c'est ça. Et on va danser, quoi. Il faut qu'elle termine de brasser. Et du coup, on se répartit un peu les tâches comme ça. C'est-à-dire que parfois, il y en a une voilà, qui reste plus tard au travail et puis pour permettre à l'autre de partir. Et ça, c'est assez chouette. C'est important d'être à 2, justement.
Moi, je me serais jamais installée toute seule, mais alors vraiment jamais. Je pense qu'elle non plus. Et en réalité, à la base, nous, on voulait s'installer en collectif. On cherchait à s'installer à plusieurs associés. Et en fait, jamais ça a pu trop se faire. Donc du coup, on s'est dit, on s'installe. Et puis peut-être que plus tard, d'autres personnes viendront à nous et ça pourrait être une chouette aventure. Donc là, on arrive sur le château de Bannes. Il est juste en bas de la ferme. Ça, c'est quand même vraiment la classe. Hein. Ah ouais, à chaque fois qu'on sort de chez nous, voilà, on peut admirer ça. C'est magnifique, vraiment. Je suis conquis par cet endroit. Bah là, j'ai la pression. Là, j'ai la grosse pression. On va peut-être au milieu, ça sera plus simple. Au milieu? Ouais. Là, ça va pas le bruit. Oh. Allez, on est ici. Bon bah, enchanté, hein. Chapeloise. C'est quoi cette danse? C'est comment ton prénom d'abord? Ismaël, enchanté. Dany. Enchanté Bernard. Et Philippe. Salut. C'est quoi ton instrument, Philippe? Vielle à roue. D'accord, un instrument qui date de quand, ça? Il faut attendre l'invention de la manivelle. Donc on est à la fin du premier millénaire. Incroyable. Et tu joues souvent dans les balles comme ça? Mes amis, on joue, là, on est gavés. Mais pourquoi? Parce que les gens dans le Périgord dansent Non, mais particulièrement. Dans l'Aquitaine où nous sommes, nous animons des stages de danse d'abord. D'accord. Et après, on fait balle. Et comme on connaît à peu près 150 danses, on apprend plein de danses à des gens. 150 danses En dansant, il y a de la joie. Et les gens ils sont en relation avec les autres. Et il y a de la joie et ça équilibre tout le monde. La danse, c'est le chemin du bonheur, mon ami. Il est bon, j'aime bien Dany. Dany, il est très bon. Alors là, on va te faire danser une chapeloise, qui est une danse originaire d'Allemagne et qui a été introduite en France en 1959. Tout le monde se met en place. Voilà. 1, 2, 3, 4. On se tourne en reculant et on continue en même temps. 1, 2, 3, 4. On se rapproche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on la fait passer dans le dos et tu la récupères. J'adore. Merci, ça. Avec plaisir. J'aurais vécu des choses quand même très originales avec toi. Non, mais surtout de voir votre parcours de vie à toutes les deux. C'est courageux ce que vous faites, je trouve, dans le modèle agricole, dans l'envie de vous intégrer dans cet endroit où vous êtes si bien accueillis finalement. Et voilà, je trouve que c'est très fort, ça montre une relève agricole qui a envie d'aller de l'avant et qui est portée par sa passion. On commence à voir des tomates, elles sont sympas, hein, on a les courgettes commencent à donner. Les poivrons aussi. Les poivrons, ouais. On a les pommes de terre qui sont bien en forme déjà. Il n'y a pas qu'à la campagne qu'on peut faire pousser des légumes. En plein cœur de Bordeaux, 300 mètres carrés de culture potagère s'épanouissent grâce aux bons soins des jardiniers de la ville. On peut peut-être en récupérer quelques-unes. Hein. Et là, voilà. Des petites pommes de terre comme ça, là, c'est génial. L'intérêt d'avoir des légumes dans Bordeaux, c'est déjà de montrer aux gens qu'on peut cultiver des légumes en plein centre de ville. C'est vrai qu'on ne va pas nourrir la population bordelaise, mais au moins, ils vont pouvoir découvrir certaines choses qui sont faciles à faire dans des petites surfaces. Et le but, c'est que les gens se servent. Dans ce grand potager cultivé en permaculture, les Bordelais peuvent venir se servir gratuitement. L'objectif est de promouvoir l'agriculture urbaine. Là, il y a des pieds de ciboulette qui ont été mis un peu trop compact. Donc, hop, celui-là,
On va faire un peu de place. Comme on a dégagé une zone là-bas, où il y avait la bourrache qui était là en place. Vous avez à midi régulièrement des personnes qui pique-niquent à côté de ces massifs parce qu'il y a un petit côté sympa. Et ils ont juste à tendre la main à certaines périodes. Quand les tomates sont mûres, ils tendent la main, ils ramassent une tomate et ils la mangent. Et ça, c'est que du bonheur. Dans une métropole en pleine expansion comme Bordeaux, il n'est pas toujours évident de trouver de l'espace pour faire pousser des légumes. Mais ces 3 jardiniers inventifs ont trouvé une astuce pour amener l'agriculture là où l'on s'y attend le moins. Le concept est effectivement d'installer des potagers en bac en milieu urbain, donc principalement les entreprises de Bordeaux Métropole, qui effectivement, sur un toit, une terrasse, un parking, vont accueillir nos bacs potagers. Aujourd'hui, ils viennent entretenir 2 bacs potagers qu'ils ont installés dans un immeuble du bureau. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et les employés sont invités à prendre une pause pour mettre les mains dans la terre. Donc on va planter les laitues. Faut surtout pas trop les enfoncer. Si on recouvre un peu trop la laitue, elle pourrit. Dans une entreprise, on voit que le potager, c'est un rendez-vous qui permet de sortir un petit peu la tête du bureau pour ceux qui sont en travail derrière l'ordinateur, se reconnecter à la nature. Et c'est aussi pour eux le moyen d'apprendre des choses qu'ils peuvent refaire chez eux. Les nouveaux potagers ont installé des bacs dans une vingtaine d'entreprises bordelaises. Et en 2 ans d'existence, ils ont déjà réussi à produire plus d'1 tonne de légumes. En échangeant avec nos partenaires maraîchers, on a effectivement eu la bonne surprise de découvrir qu'avec 40 cm de substrat, donc de terre, en bac, on pouvait faire pousser quasiment toutes les variétés de légumes, ce qui laisse un potentiel de surface cultivable très important. La moitié de la récolte est apportée à la Banque alimentaire de Bordeaux. Les légumes seront ainsi distribués gratuitement aux plus nécessiteux. Bonjour Léa. Tiens, vous voyez qu'elle jette de la journée. Oh super, regardez comme c'est beau. Cette initiative est charitable, mais la production reste encore anecdotique au regard d'une population comme celle de Bordeaux. Alors, pour tenter de produire à plus grande échelle, cette serre s'est installée près de l'aéroport il y a 2 ans avec un procédé ingénieux. Ici, les salades et les aromates n'ont pas besoin de terre. Leurs racines trempent dans une eau qui a été enrichie par des déjections de poissons. C'est la technique de l'aquaponie. Ici, dans notre serre, on a des truites arc-en-ciel qui nagent dans des bassins. Leur détection permet de fournir 90% des besoins des plantes. Les plantes, de l'autre côté, vont filtrer l'eau avec les racines, qui retournent ensuite aux poissons. Ce qui fait qu'on a un circuit fermé qui nous permet de faire pousser salades, tomates, aromates, que des produits de saison et sans chimie de synthèse, ainsi que de l'élevage de truites arc-en-ciel, et ça avec 10 fois moins d'eau par rapport à l'agriculture conventionnelle de pleine terre. Sur 5000 m², c'est ici la plus grande ferme aquaponique d'Europe. Ce type de serre peut s'implanter n'importe où en ville, comme sur un ancien parking ou sur un terrain pollué. On est à Mérignac, on est entre l'aéroport et la rocade de Bordeaux, donc on est vraiment aux portes de Bordeaux. Nous, on s'est implanté ici parce que justement, il y avait un gros bassin de population et l'idée, c'est de commercialiser la production dans un rayon de 20 km aux alentours de la ferme. Et donc, on livre en direct de la marchandise qui a été récoltée, préparée le matin même. Grâce à leur implantation urbaine, les nouvelles fermes réduisent drastiquement la pollution liée au transport. Chaque matin, leur camion n'a que 4 km à parcourir pour ravitailler l'un des plus gros supermarchés de l'agglomération. On va faire ce qu'on appelle des salades vivantes. On conserve en fait toutes les racines sur la salade pour pouvoir jouer sur la conservation. C'est-à-dire que là, on va la mettre dans un verre, enfin le consommateur va la mettre dans un verre d'eau chez lui et la garder jusqu'à 7 jours. En une année, la serre aquaponique est parvenue à un rendement de 60 tonnes de salade et d'aromates, ainsi que 15 tonnes de poissons par an, car les truites arc-en-ciel sont transformées en filets et en terrines. La satisfaction, c'est que nos produits arrivent directement dans l'assiette des gens. Et quand on a des gens qui reviennent en nous disant « votre salade a été trop bonne, j'en reprends » et tout ça, là, en fait, on a gagné notre pari, en fait.
L'agriculture urbaine séduit de plus en plus de consommateurs et permettra peut-être de réduire la dépendance alimentaire des grandes villes. C'est agréable hein, d'être sur l'estuaire de la Gironde comme ça là. Il fait frais, on est bien. C'est une journée particulièrement agréable. Pas trop de vent, luminosité parfaite. Tu te souviens Bertrand de ce que tu as ressenti la première fois où tu as vu l'estuaire de la Gironde dans ta vie? Quelque chose à la fois très grand et en même temps très humain. Très humain, je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est pas l'océan Atlantique avec 10 000 km de mer devant soi. C'est ça. C'est qu'on voit que les humains ne sont pas très loin et sont installés. On est quand même sur un espace libre d'eau qui est très important. On a plus de 7 km d'espace entre la Charente et la Gironde. Ce que j'aime toujours à dire, c'est que l'estuaire est extrêmement changeant du fait des marées. Une sensation du coup de vie, d'exubérance un peu, et en même temps de nature préservée. Parce que toi, tu fais de l'ostréiculture, une ostréiculture un peu spéciale entre terre et mer, quoi. Exactement. On a des réservoirs d'eau salée dans lesquels on va élever nos huîtres. L'objectif étant d'affiner, donc de changer le goût et d'engraisser, donc de prendre de la chair. Alors, ils sont où tes parcs à huîtres? Est-ce qu'on dit un parc à huîtres, dans ton cas d'ailleurs? Disons que là, c'est des marais. Et ils sont en face de nous. Alors, ceux-là sont en à sec. Ah oui, il n'y a pas d'eau. Et à gauche, on va aller sur ceux qui sont en eau. Bon, on met les bottes et on y va? Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà, je pense qu'on est bien. C'est ça toute ta vie? Pas sûr. Donc tes huîtres, elles poussent dans ces sacs-là? Voilà, ce qu'on appelle des poches ostréicoles. Elles ne sont accrochées à rien? Voilà, elles ne sont pas sur des tables ou sur des piquets. Ouais. Elles sont en eau libre. Et donc, on va pouvoir effectivement comme ça, en plus, les travailler facilement. C'est-à-dire que tu vois, on est en botte comme ça, tranquille. Ouais. Et on a une position assez favorable pour travailler. Donc là, tu la prends à bout de bras, ouais. Comme tu le vois, j'ai le geste paysan, moi. C'est bien, c'est bien. Et là, tu te sers de l'eau. Alors, descends. Voilà. Tu vois, l'eau va t'aider à porter la poche. Et là, normalement, le mouvement, il doit être... Il faut que tes huîtres, elles arrivent à bouger à l'intérieur. C'est un métier, hein? Pour le CDD, il faudra voir ma secrétaire. Ouais, comme ça, c'est elle qui me dira non et pas toi. Et là, allez, Maurice, on y est presque. Et ben voilà. Et t'en fais combien des sacs comme ça chaque jour? Alors, normalement, quand on s'attaque à un marais qui est plein, il y a une centaine de radeaux. Donc, il faut imaginer qu'il y a 300 poches à faire. Et donc, on a tendance à étaler cette manip-là entre 15 jours et 3 semaines suivant la saison. Hop là! Et vous êtes combien d'exploitants à faire des huîtres alors dans l'estuaire aujourd'hui? Là, on est à peu près 6. Ah, c'est tout? On est 6 exploitants et 7 sites, ouais. C'est pas beaucoup, ça, 6 exploitants? Ah non, on est le plus petit centre ostréicole de France. Le dernier né, mais qui a une longue histoire. On avait une activité ici qui était liée à un énorme gisement naturel qui est toujours présent et qui a été stoppé en 1970 par l'arrivée d'une volonté d'industrialisation faite de la pointe de Grave. Et donc ça s'est arrêté d'un seul coup. Du jour au lendemain, il y avait 3000 médocains qui vivaient de l'huître. Et puis, voilà, on leur a dit, vous serez plutôt dockers maintenant. Et quand on a redémarré en 2014, eh bien, effectivement, c'était une sorte de lien avec le passé, même si, pour le coup, on fait nos huîtres en marais, donc dans des zones fermées, mais tellement à proximité de l'estuaire et tellement proche de ce qui se passait avant. Et avec l'eau de l'estuaire aussi. Et avec l'eau de l'estuaire, que finalement, voilà, c'est une reconquête. Ouais. J'ai bien un petit coup de main, Bertrand. Ouais. Et voilà. Je pense que ça va être le moment de manger quelques huîtres. Ah, bah je l'attendais ce moment, parce que c'est quand même du boulot tout ça. Hein. Oui. Franchement, faire ça tous les jours, en hiver, là, quand il doit faire un peu froid...
Donc là, on a tout ce qui va bien. On a un joli manteau ici avec un beau liseré noir et une belle masse de gras, etc. Donc quand tu manges une huître comme ça, tu manges une huître. Là, avec 6 comme ça, tu fais une belle entrée, quoi. Et voilà, là, tu n'as plus qu'à consommer allègrement. Donc voilà, là, c'est une huître qui va se mâcher. Il faut la garder en bouche un petit peu parce qu'elle va te laisser d'autres saveurs que la première saveur à venir. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a un mélange de saveurs qui est très singulier. Oui. Il y a le côté salé qui ressort, mais pas de manière prééminente, quoi. Enfin, ça vient s'ajouter à ce petit goût un peu de noisette, un petit peu assez fin, assez subtil. Le milieu dans lequel évolue une huître, elle s'en imprègne. C'est un filtreur-stockeur, l'huître. Donc elle va stocker ce qui est présent. De la finesse, du côté végétal, comme ça, floral. En fonction des saisons aussi, on a le goût qui va changer. Alors, j'avais jamais percuté que c'était autant rattaché à un terroir, une huître, tu vois. Ça raconte le terroir dans lequel ça a grandi. Pas plus, mais autant que le vin. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir, alors? Qu'on soit de plus en plus nombreux à faire des huîtres dans le Médoc pour restaurer le marais maritime, voire l'agrandir. Parce que c'est un bel héritage à laisser aux générations qui y viennent. À une centaine de kilomètres plus au sud, le bassin d'Arcachon est lui aussi un lieu emblématique pour la filière de la pêche artisanale. Alexandre est l'un des 40 pêcheurs qui pratiquent leur activité uniquement à l'intérieur du bassin et ne s'aventurent jamais dans l'océan. La pêche dans le bassin est assez particulière parce qu'en fait, on est dépendant du poisson qui va venir dans le bassin, se reproduire ou manger et repartir après en arrière-saison. Il n'y a jamais de garantie, c'est vraiment petit bonheur la chance. On y va, on pose, on peut faire 0 comme faire les petites pêches plutôt sympas. Voilà, là ici, on voit des petits V, donc ça pourrait être du poisson. Je vais attraper mon filet qui est juste devant, je vais le jeter à l'eau et faire un petit colimaçon en revenant pour encercler le poisson. Le bassin d'Arcachon est réputé pour abriter des espèces nobles, comme la saule, le bar ou la dorade. Les petits pêcheurs comme Alexandre ne misent pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Il n'y a pas grand succès là. Ça fait partie du métier. On a beau aller à la pêche, ça ne veut pas dire qu'on va pêcher. C'est ce qui fait son charme. Le métier d'artisan pêcheur reste économiquement fragile. Et Alexandre a souvent l'impression que son travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ça devient de plus en plus dur. Voilà, c'est pareil que les agriculteurs. Du style, on peut vendre un poisson à 1 € et le retrouver sur le commerce à 15 €, 17 €, voire un peu plus. Donc nous, en tant que pêcheurs, c'est difficile de payer les charges. Et pour le consommateur qui va l'acheter au poissonnier ou autre, c'est pas forcément juste non plus, quoi. Bon, c'est le seul. Et on va le relâcher, parce qu'il n'y en a que seul. Les pêcheurs qui ne font pas de vente directe doivent confier leur prise à la criée d'Arcachon. 2 fois par semaine, au petit matin, les poissons y sont vendus aux enchères. Dans la salle, les acheteurs sont peu nombreux. Mais une trentaine d'autres sont connectés en ligne et passent leurs ordres d'achat par Internet. Bon, là, on va avoir à peu près 9 tonnes ce matin, qui va faire entre 700 et 800 bacs. Voilà, avec principalement de la baudroie, qu'on a déjà passé là, de la lotte, pas mal de sol aussi. Les acheteurs espèrent pouvoir acheter le plus bas possible, mais après, c'est vrai, c'est le marché, quoi, hein. Ça se stabilise exactement à l'endroit où le prix doit se stabiliser. Une fois vendu, le poisson d'Arcachon partira aux 4 coins de la France, mais aussi en Espagne et aux Pays-Bas. En fonction de l'offre et de la demande, les prix subissent des variations importantes au cours de l'année. La saison de septembre à février, il y a du tonnage énorme. Et après, ça commence à diminuer petit à petit. L'été, il y en a beaucoup moins, mais le poisson se vend plus cher. Donc ça compense.
Cet acheteur vient d'acquérir une vingtaine de bacs pour ravitailler sa poissonnerie du Cap Ferret. Il vient se fournir 2 fois par semaine à la criée. Il est aux premières loges pour constater l'évolution du métier. Bon, ça a une rebouclée. Mais aujourd'hui, on constate qu'on a moins de choix, moins de quantité de poissons qu'il y a 20 ans, quoi. C'est peut-être dû à une mauvaise gestion peut-être de la ressource sur les dernières années, mais c'est pas nouveau. Hein. On pourrait dire que c'est les 50 dernières années. Aujourd'hui, on a compris que la ressource, il faut gérer. Il y a des périodes où il faut arrêter de pêcher pour laisser le poisson se reproduire. Il faut réguler un peu, quoi. À Arcachon, la ressource en poisson fait l'objet d'une attention toute particulière. Salut Fanny. Salut Pascal. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, Ouais, c'est quelle station? On va aller à Courbeil. Courbeil en premier. Il y avait des œufs la dernière fois? Il y en a. Ouais, bon bah nickel. Pour tenter de connaître l'état des stocks, des études scientifiques sont menées régulièrement par le Parc naturel marin, en partenariat avec les pêcheurs. Et donc là, on est parti pour relever des pondoirs à œufs de sèche. Ça fait depuis 2020 où là, on essaie de comprendre où la sèche pond, comment elle pond, qu'est-ce qui peut affecter la qualité de la ponte. La sèche est une espèce emblématique du bassin d'Arcachon. Le but de cette étude est de comprendre le comportement de ce poisson pour adapter au mieux les pratiques de pêche. Sur cette ligne lestée, il y a 30 orins. On appelle ça des orins qui sont des capteurs avec un petit flotteur. Les voilà. Voici des œufs qui sont fixés du coup sur cet orin. Je les compte par 10 ou par 20 en fonction de la taille de l'œuf. C'est pour ça qu'on a disposé donc des pondoirs sur 5 sites de référence pour avoir donc la dynamique de la reproduction. Et à côté de ça, on observe donc le captage d'une part et d'autre part les éclosions pour savoir quel site a les premières éclosions. C'est un bébé sèche. Voilà, et là on le voit un peu plus nager. Il y en a même un deuxième, et là qui vient jeter de l'encre. Je vois que les œufs sont de très belle qualité, et on a 2 juvéniles qui viennent de sortir, donc oui, c'est très prometteur. Il y en a un petit là, et l'autre dans le coin là. T'as eu beaucoup de mortalité? Non, là j'en ai un seul. T'en as un seul? Le but, c'est vraiment de pérenniser le bon état écologique de la sèche, car c'est une valeur très importante pour les pêcheurs et l'environnement du bassin d'Arcachon. La connaissance scientifique du milieu marin est indispensable. C'est grâce à ces études que les pêcheurs peuvent continuer à travailler tout en préservant la ressource. Oh là là, comme elles sont rapides. C'est du sport, ton travail, hein? Heureusement, souvent, on les déplace d'une parcelle plus proche à une parcelle plus proche. D'accord. C'est pas tous les jours qu'on retraverse le village comme ça, parce que le travail, il est quand même assez costaud. C'est royal de les voir dans cet état de santé. Elles sont toutes en bonne santé. Qu'est-ce que tu as choisi comme vache? C'est des Angus. J'ai choisi cette race de vache parce que c'est très très confortable à élever. On est allé chercher tes vaches. Maintenant, elles sont ici pour combien de temps? En fait, regarde à nos pieds la vitesse à laquelle elles mangent l'herbe. En fait. Ouais, parce que ça va très très vite. Et donc là, en fin de journée, on va les réavancer un peu plus loin. D'accord. Et 2 fois par jour, je les déplace. Donc tu passes d'un pâturage à un pâturage pour permettre à l'herbe de se régénérer. Exactement, c'est ça. Et en fait, ça va permettre donc de régénérer plus d'herbe que si j'avais des vaches qui restaient tout le temps au même endroit sur une année. Je gagne quasiment un tiers de productivité en plus. Et bien sûr, sans engrais, de manière très naturelle. Et l'intérêt de tout ça, c'est que ça va du coup stocker, capter plus de carbone, faire plus de racines qui vont infiltrer plus d'eau, plus de niches de biodiversité. Enfin, voilà, ça améliore vraiment l'écosystème. Bon, ben viens, on va aller chercher notre repas de midi. Ok. Et comment tu t'es retrouvé ici, toi?
Je travaillais avec mon oncle qui était agriculteur toutes les vacances et tous les étés. C'était pour me faire de l'argent de poche. Et puis un jour, je me suis dit, je veux vraiment vivre et travailler au Pays Basque. J'ai vraiment envie d'habiter dans ce village et j'adore. Ben, bienvenue. Eh bien, merci. Et on va se prendre 2 courgettes. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est cool. Ouais. Ça fait quand même des miracles, les pesticides. Hein. C'est ça. Non, ça, ouais, moi, c'est vraiment un choix perso, tu vois, de vraiment être en bio. Et... Alors, c'est pas parce qu'on est en bio qu'on ne traite pas, mais on traite avec du purin d'ortie, avec du purin de prêle, avec des trucs qui sont naturels, quoi. Et qui marchent bien, en fait. Elles sont belles, tes petites salades, là. Ouais, tu vois. Superbe. Bon, par contre, il faut les laver parce qu'il y a plein de limaces. Mais... Bah oui, bien sûr, mais c'est vivant, quoi. Ouais, c'est vivant. C'est ça, c'est le jeu. Et ouais, du coup, tu vois, je paille parce qu'en fait, ça gère l'herbe. Et donc, du coup, tu as un potager qui n'est pas trop enherbé et tu arrives à avoir tes plants qui sont protégés. En plus, ça nourrit le sol. Donc, on va essayer d'aller voir si on trouve du monde. Et qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on a un ver de terre. Ce ver de terre, il va construire des galeries. Et on en a d'autres. Voilà. Et ces galeries, c'est des galeries qui vont permettre à l'eau de rentrer dans le profil de sol. Et plus tu vas avoir de vers de terre dans ton sol, plus l'eau va réussir à s'infiltrer en profondeur. Du coup, ça permet d'améliorer le sol. Il faut retenir un truc de la biodiversité, c'est que la biodiversité, c'est le gîte et le couvert. Si tu veux qu'une population se développe, quelle qu'elle soit, il faut un habitat et à manger. Et c'est aussi valable pour nous. C'est-à-dire que si on se détruit notre habitat qui est cette planète, ben, du coup, l'espèce elle va avoir du mal à croître. Oh, on est bien là, on respire chez toi. Hein. Au son des petits oiseaux. C'est clair. C'est un beau pays. Toi, quand tu viens de la ramasser... On dirait même pas de la courgette. dans ce que moi, j'ai l'habitude de manger. Oui, non, mais ça... Voilà. Oh, la saveur. C'est pas mal. Tu as une méthode agricole qui est très différente de celle que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Hein. Et souvent, on a l'impression qu'il y a une opposition, en tout cas dans la manière dont on peut regarder parfois l'agriculture ou la raconter, entre les modes d'agriculture, entre le bio et le conventionnel, entre l'écologie et les paysans. T'en penses quoi, toi, de tout ça? On est tous dans le même bateau. L'agriculture française, elle répond à des exigences importantes en termes de qualité. Tu te retrouves en compétition et en concurrence avec des filières qui vont importer des produits qui ne vont pas répondre aux mêmes exigences que toi en termes de justice sociale et en termes de justice environnementale. Ou venant même d'autres pays d'Europe, d'ailleurs. Ou venant même d'autres pays d'Europe. Avec les médias et les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient que l'agriculture soit différente, mais sans se rendre compte des efforts qui sont derrière. Et tous les agriculteurs ont fait des pas phénoménaux ces 30 dernières années vers l'environnement. C'est juste que ça se voit pas, en fait. Donc si je comprends bien, pour toi, le plus important, c'est surtout de manger des produits français et de soutenir nos agriculteurs, quoi. Le plus important, c'est pas seulement de manger français, mais c'est de faire l'effort d'aller les rencontrer. Tu sais, on veut réinventer notre façon de voyager aujourd'hui. Le voyage, c'est comme l'agriculture. On ne peut plus rester sur des modèles anciens, mais voyager, c'est s'ouvrir aux autres et c'est très important finalement. Et ben, je me disais qu'un beau voyage à faire aujourd'hui, c'est de partir en France à la découverte de ces paysages et de ces terroirs et de venir à la rencontre de gens comme toi. Et je crois que ça, c'est un très très beau voyage parce que c'est un voyage à travers le goût, à travers des personnalités, à travers des rencontres. On remet en question nos certitudes. Et je pense que c'est ça l'essence même de la découverte. Donc je te remercie parce que toi et toutes celles et ceux que j'ai rencontrés, vous m'avez montré comment voyager aujourd'hui juste à côté de chez moi avec un dépaysement intense. Merci. Plaisir partagé de te faire découvrir tout ça.
Et bien voilà les amis, c'est ici au cœur des vallons et des petits villages blancs et rouges du Pays Basque que se terminent mes échappées belles en Nouvelle-Aquitaine. J'ai été très marqué par la multitude des paysages absolument magnifiques que j'ai croisés sur ma route. Et puis surtout, ce qui m'a touché, c'est le sens de la vocation que j'ai croisée dans toutes les fermes que j'ai eu la chance de visiter. Une vocation qui permet aux agriculteurs et aux agricultrices de dépasser en partie les difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin pour aller au bout de leur passion, cultiver la terre, nous nourrir et façonner nos paysages. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de venir visiter cette région et si vous le pouvez, d'aller à la rencontre de tous ces gens. Vous allez passer un moment extraordinaire et un vrai voyage qui remet en question des idées reçues et qui vous permettra de rencontrer des personnes absolument extraordinaires. Bon, si la Nouvelle-Aquitaine vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!